séminaire. Ah, d'accord, j'ai compris. Il faut couper les micros, Philippe, je pense. Ouais, je vais couper les micros. Là. Voilà, on va être dans ce séminaire. Vous le voyez là? Ah oui. Hein, le séminaire 1, le premier qui fut publié en 1975 concernant le séminaire 1 de Jacques Lacan. On va se balader là-dedans. Je vous arrête une seconde, je vais couper tous les micros, donc ça va couper même le vôtre. Donc ça sera à vous de rallumer votre micro. Ah. Oui. Vous allez réussir à le faire? Ben, je ne sais pas, je vais regarder. Bon, sinon chacun coupe son micro dans ce cas-là, c'est mieux. Non, mais voilà. C'est bon, vous avez trouvé le micro? Oui, j'ai trouvé le micro. Quand je change de côté, quand je change l'appareil quand je le mets vertical. D'accord. Alors, vous coupez tout? Oui. Voilà. Vous m'entendez? C'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est parti. Et c'est quand même mieux comme ça. Hein? Il manque que la caméra. Il manque que la caméra. Là. Je vais aller voir la caméra. Est-ce qu'elle est où, cette caméra? Voilà. Elle est là. C'est bon? Oui, on peut commencer? D'accord. Allons-y. Donc, je disais qu'on va se balader dans ce séminaire-là, le séminaire 1, publié en 1975 au Seuil, qui s'appelle donc « Les écrits techniques de Freud ». Ça va, vous m'entendez? Voilà. Et j'ai intitulé cette séance ce soir « La naissance du transfert symbolique », parce que c'est à quoi vous allez assister via Lacan. Donc, nous retrouvons Lacan à son premier séminaire public à Sainte-Anne, 53-54, les écrits techniques de Freud. La première séance du séminaire a lieu le 18 novembre 1953. Il faut attendre la 4e séance du 3 février 1954 pour le voir aborder la question du transfert. Et avec quoi? Avec celle de la résistance. Et à partir de quoi? Du texte que nous avons déjà abordé précédemment, souvenez-vous, La dynamique du transfert de Freud, 1912. Lacan prend soin de resituer ce texte dans les écrits techniques de Freud, parus sous le titre de Kleine Neurosenschrifte, un petit volume in octavo qui isolait un certain nombre d'écrits de Freud allant de 1904 à 1919 et dont le titre, la présentation, le contenu indiquait qu'il traitait de la méthode psychanalytique. J'extrais donc ceci de Jacques Lacan, les écrits techniques de Freud, séminaire 1 que je vous ai présenté, 53-54, Paris-Seuil, 75, page 14. Je vais citer les pages au fur et à mesure que je citerai des petits bouts de Lacan. Lacan reparle de l'ensemble du texte sur dynamique. Il va introduire ici une question fondamentale à laquelle je vous demande de prêter grande attention. La présence. Mais voilà, l'accent est mis sur ceci qui n'est pas extrait de ce dernier. Lacan cite Freud ainsi. Quand le patient se tait, il y a toutes les chances que ce tarissement de son discours soit dû à quelque pensée qui se rapporte à l'analyste. Lacan va alors témoigner de sa pratique. Au moment où il semble prêt à formuler quelque chose de plus authentique, de plus brûlant que ce qu'il a jamais pu atteindre jusqu'alors, le sujet, dans certains cas, s'interrompt et émet un énoncé qui peut être celui-ci. Je réalise soudain le fait de votre présence. C'est là une chose qui m'est arrivée plus d'une fois et dont les analystes peuvent facilement apporter le témoignage. Ce phénomène s'établit en connexion avec la manifestation concrète de la résistance qui intervient dans le tissu même de notre expérience en fonction du transfert. S'il prend valeur sélective, c'est que le sujet ressent alors lui-même comme un brusque virage,
un tournant subit qui le fait passer d'un versant à l'autre du discours, d'un accent à l'autre, d'un accent à un autre de la fonction de la parole. Page 51. Donc, en certains points de rencontre avec cette résistance, l'on voit se produire ce que Freud appelle le transfert, qui se traduit ici par l'actualisation de la personne de l'analyste, et pour Lacan, ce point sensible, le plus significatif du phénomène du transfert, devient ce que le sujet ressent comme la brusque perception de quelque chose qui n'est pas si facile à définir, la présence. Page 53. Mais ce qu'il nomme ici présence, qu'est-ce? Est-ce la présence? C'est quelque chose en plus, quelque chose d'autre, en tout cas, que, entre guillemets, la personne du médecin, comme c'était exprimé Freud, si vous vous en souvenez. La personne du médecin. C'est ce que nous aurons à préciser lors des développements ultérieurs. Ainsi, Lacan, un peu plus tard dans la séance, va citer le remot d'Octave Manoni, qui, dit-il, parlait quelques jours avant en accoucheur, comme je l'ai déjà cité au début de ce séminaire, formulant que la résistance se présente par le bout transférentiel. Page 57. La présence, c'est quand même mystérieux. Nous en tenons compte, mais nous ne la réalisons pas comme telle. Le sentiment que nous avons de la présence, nous cherchons constamment à l'effacer. Pourquoi? Pour vivre, of course. C'est un mystère. Cela reste un mystère qu'à la fois nous écartons et vis-à-vis duquel nous nous faisons la dupe. Pour Lacan, ce 3 février 1954, il s'agit de savoir comment, à un moment donné, pointe vers l'autre ce sentiment si mystérieux de la présence. Peut-être est-il intégré à ce dont Freud nous parle dans la dynamique du transfert, c'est-à-dire à toutes les structurations préalables, non seulement de la vie amoureuse du sujet, mais de son organisation du monde. Page 60. Au début de la séance suivante, le 10 février 1954, Lacan reprécise quoi? Que le phénomène majeur du transfert part de ce que je pourrais appeler le fond du mouvement de la résistance. Ainsi, dit-il, la résistance se manifeste par un mouvement de bascule de la parole vers la présence de l'auditeur. Le moment où le sujet s'interrompt, c'est ordinairement le moment le plus significatif de son approche vers la vérité. Nous saisissons ici à l'état pur qui culmine dans le sentiment fréquemment teinté d'angoisse de la présence de l'analyste. Page 63. Dans la séance du 10 mars 1954, Lacan reparle du transfert avec la résistance et autour de l'amour. Nous avons essayé de définir dans son champ propre la résistance. Puis nous avons formulé une définition du transfert. Or, vous sentez bien toute la distance qu'il y a entre la résistance qui sépare le sujet de la parole pleine que l'analyste attend de lui et qui est fonction de cet infléchissement anxiogène que constitue dans son mode le plus radical au niveau de l'échange symbolique le transfert entre ceci et ce phénomène que nous manions techniquement dans l'analyse et qui nous paraît être le ressort énergétique, comme Freud s'exprime, du transfert, à savoir l'amour. Dans les observations sur l'amour de transfert, Freud n'hésite pas à appeler le transfert du nom d'amour. Freud élude si peu le phénomène amoureux passionnel, dans son sens plus concret, qu'il va jusqu'à dire qu'il n'y a entre le transfert et ce que nous appelons dans la vie l'amour aucune distinction vraiment essentielle. La structure de ce phénomène artificiel qu'est le transfert
est celle du phénomène spontané que nous appelons l'amour, et très précisément l'amour-passion, sont, sur le plan psychique, équivalentes. Il y a de la part de Freud aucune illusion du phénomène, aucune tentative de dissoudre le scabreux dans ce qui serait du symbolisme, au sens où on l'entend habituellement, l'illusoire, l'irréel. Le transfert, c'est l'amour. Page 106. Puis, nous assistons à une remise sur le tapis de la question de la 9e séance du 17 mars 54 consacrée au narcissisme, où Lacan s'interroge ainsi. Donc, il doit bien y avoir autre chose que l'endoctrination qui explique l'efficacité de l'intervention de l'analyste. C'est ce que l'expérience a démontré être efficace dans l'action du transfert. C'est là que commence l'opacité. En fin de compte, qu'est-ce que le transfert? Dans son essence, le transfert efficace dont il s'agit, c'est tout simplement l'acte de parole. Écoutez la phrase suivante d'une grande importance qui va révolutionner les choses. Chaque fois qu'un homme parle à un autre d'une façon authentique et pleine, il y a, au sens propre, transfert symbolique. Il se passe quelque chose qui change la nature des deux êtres en présence. Mais il s'agit là d'un autre transfert que celui qui s'est d'abord présenté dans l'analyse, non seulement comme un problème, mais comme un obstacle. Cette fonction, en effet, est à situer sur le plan imaginaire. C'est pour la préciser qu'ont été forgées les notions que vous savez, répétition des situations anciennes, répétition inconsciente, mise en action d'une réintégration d'histoire, histoire en un sens contraire à celui que je promeux, puisqu'il s'agit d'une réintégration imaginaire, la situation passée n'étant vécue dans le présent, à l'insu du sujet, que pour autant que la dimension historique est par lui méconnue. Je n'ai pas dit inconsciente, vous le remarquerez. Toutes ces notions sont introduites pour définir ce que nous observons et elles ont le prix d'une constatation empirique assurée. Elles n'en dévoilent pas pour autant la raison, la fonction, la signification de ce que nous observons dans le réel. Dans le réel, vous entendez bien. Page donc 127. Et bien voilà, en un tournement lacanien, on a maintenant deux transferts, ou plutôt trois. Un transfert de Freud, double, positif et négatif, nommé par Lacan imaginaire, et un transfert de Lacan, dénommé par lui symbolique. Plus une remarque, pleine d'avenir, avenir en deux mots, pleine d'avenir. On a de l'empirie, mais peu encore de théorie, sur la question. Car quoi? Car c'est bien dans le réel que nous observons cela. Alors, et c'est l'une des questions les plus importantes de la théorie psychanalytique, celle du rapport entre les liens du transfert et les caractéristiques positives et négatives de la relation amoureuse. Page 128. C'est donc à partir de la clinique que cette question est rencontrée. Et cela rejaillit évidemment sur les discussions théoriques concernant ce qui agit, le ressort in fine de l'efficacité thérapeutique. Depuis les années 1920, les psychanalystes sont taraudés par cette question. Congrès de Berlin, septembre 1922. 8e congrès international de Salzbourg, excusez-moi, de Salzbourg, 21-23 avril 1924. Congrès de Marienbad, 1936. Depuis cette époque, on n'a jamais fait que se demander l'utilité de la fonction du transfert dans le maniement que nous faisons de la subjectivité de notre patient. Nous avons même isolé quelque chose qui va jusqu'à s'appeler, non pas seulement névrose de transfert, étiquette nosologique,
qui désigne ce dont le sujet est affecté, mais névrose secondaire, névrose artificielle, actualisation de la névrose dans le transfert, névrose qui noue dans ses fils la personne imaginaire de l'analyste. Page 128. Mais Lacan va pousser le bouchon un peu plus loin à cet endroit. À partir de ceci que la question reste obscure de ce qui fait le ressort de ce qui agit dans l'analyse. Je ne parle pas des voies par lesquelles nous agissons parfois, mais de la source même de l'efficacité thérapeutique. Page 128. Ainsi, encore et encore, il va s'agir de revenir au texte, aux commentaires de texte, car Lacan va nous livrer ici sa méthode. Il faut à nouveau repartir du rapport de l'amour de transfert à l'amour. Lacan dit « Aussi bien depuis toujours, la question de l'amour de transfert a-t-elle été trop étroitement liée à l'élaboration analytique de la notion de l'amour ?» Page 129. L'amour, oui, l'amour, mais quel amour? Quel amour? Il ne s'agit pas de l'amour en tant que l'éros, présence universelle d'un pouvoir de lien entre les sujets, sous-jacente à toute la réalité dans laquelle se déplace l'analyse, mais de l'amour-passion, avec un trait d'union, l'amour-passion, tel qu'il est concrètement vécu par le sujet, comme une sorte de quoi? Comme une sorte de catastrophe psychologique. La question se pose, vous le savez, de savoir en quoi cet amour-passion est en son fondement lié à la relation analytique. Page 130. L'amour est un maître, ce qui révoltait ou répugnait même à un Fénichel, l'élève de Freud, assez phobique sur ce point, note Lacan, sur le caractère narcissique de la relation d'amour imaginaire. Le caractère narcissique de la relation d'amour imaginaire. Il adhère à cette idée que l'objet aimé se confond par toute une phase de ses qualités, de ses attributs et aussi de son action dans l'économie psychique avec l'idéal du moi du sujet. L'idéal du moi du sujet. Page 130. Ah. C'est rencontré là que cet amour imaginaire participe fondamentalement de l'illusion, au prix même de voir ainsi se dévaloriser la fonction principale de l'amour. Qu'est-il enfin cet amour qui s'évertue à être le ressort imaginaire dans l'analyse de l'analyse? Lacan va répondre. Ce que nous avons à repérer, c'est la structure qui articule la relation narcissique, la fonction de l'amour dans toute sa généralité et le transfert dans son efficacité pratique. Page 130. Et voici que pour ce faire, arrive l'exposé de la méthode de Lacan. Il dit, je pense à cet endroit, je pense vous enseigner des catégories nouvelles qui introduisent des distinctions essentielles. Ce ne sont pas des distinctions extérieures, scolastiques et en extension, opposant tel champ à tel champ, multipliant les bipartitions à l'infini, mode de progrès qui consiste à introduire toujours des hypothèses supplémentaires. C'est un peu la science, hein. Cette méthode est permise sans doute, mais pour ma part, je vise un progrès en compréhension. Vous voyez, pas en extension, un progrès en compréhension. Il va s'expliquer. Il s'agit de mettre en valeur ce qu'impliquent des notions simples qui existent déjà. Il n'y a pas intérêt à décomposer indéfiniment comme on peut le faire, comme cela a été fait dans un travail remarquable sur la notion de transfert. On y reviendra. Je préfère, dit Lacan à cet endroit-là, c'est très important, cette phrase, je préfère laisser à la notion de transfert sa totalité empirique, tout en marquant qu'elle est plurivalente et qu'elle s'exerce à la fois dans plusieurs registres, le symbolique, l'imaginaire et le réel. Et il y a une autre version, la version dite JL, c'est la sténotypie de la séance du 17 mars, qui dit un petit peu autre chose.
Elle donne ceci, je vous la cite parce qu'elle est intéressante, ce n'est pas tout à fait la même chose. Elle dit à cet endroit, il y a intérêt à laisser au contraire la notion de transfert dans toute sa totalité empirique, mais à comprendre aussi qu'elle est plusieurs faces, qu'elle est plurivalente, qu'elle s'exerce à la fois dans plusieurs registres et dans cela qu'introduit le symbolique, l'imaginaire et le réel. Voilà. Lacan continue, il dit, ce ne sont pas là trois champs. Je fais des coupures, bien sûr. Il y a plusieurs façons d'introduire les notions. La mienne a ses limites, comme tout exposé dogmatique. Mais son utilité est d'être critique, c'est-à-dire de survenir au point où l'effort empirique des chercheurs se rencontre avec une difficulté à manier la théorie déjà existante. C'est ce qui fait l'intérêt de procéder par la voie du commentaire de texte. Il faudra attendre la séance du 24 mars 1954 pour suivre le progrès de cette question. En réponse à une intervention de Vladimir Granov, un grand élève de Lacan, en réponse à une intervention de Vladimir Granov sur l'application du schéma optique à la théorie de l'être amoureux, Lacan énoncera ceci: la stricte équivalence de l'objet et de l'idéal du moi dans le rapport amoureux. On va y revenir, hein, page 145. Mais il précise un peu après, il précise où l'amour est ce que Freud décrit, fonction imaginaire en son fondement, ou bien il est le fondement et la base du monde. Et Lacan ajoute, de même qu'il y a deux narcissismes, il doit y avoir deux amours, l'éros et l'agapé. Alors, il y a deux narcissismes, ça fait référence, premièrement, à l'image corporelle, c'est-à-dire l'unité du sujet, comme narcissisme, et ça fait référence aussi, deuxièmement, à l'identification à l'autre, au petit autre. Quant à l'éros et l'agapé, je vous rappelle donc éros, agapé, le premier amour, éros, est bien connu. Le second réfère au repas que les fidèles de la primitive Église prenaient en commun, agapé. Il diffère de l'Eucharistie, troisième, laquelle est une action de grâce, communion, sacrement essentiel du christianisme, commémoratif et perpétuant le sacrifice christique du Christ. Donc, voilà. Donc là, il fait cette distinction, deux amours, l'éros et l'agapé, deux narcissismes. Bon. Continuons. Le 31 mars 1954, Lacan revient encore à la fin de la séance sur le problème de l'amour et du transfert, après avoir développé les questions de l'idéal du moi et du moi idéal. Il y a un guide, nous dit Lacan, il y a un guide, et au-delà de l'imaginaire, dans le plan symbolique, vous allez dessiner progressivement RSI, le paradigme lacanien qui a révolutionné la psychanalyse depuis Freud, le paradigme RSI. Au-delà de l'imaginaire, dans le plan symbolique, là on est en train de se battre entre imaginaire et symbolique, dans le plan symbolique, ce guide commande au sujet. C'est l'idéal du moi. Il enchaîne. La distinction, sous-entendu, la distinction entre l'imaginaire et le symbolique est absolument essentielle. Et elle nous permet de concevoir ce qui se passe dans l'analyse sur le plan imaginaire et qui s'appelle le transfert. Pour le saisir, c'est là le mérite du texte de Freud, il faut comprendre ce que c'est que la Verliebtheit, l'amour. C'est le mot allemand pour amour. Hein. La Verliebtheit, l'amour. C'est le mot qu'emploie Freud. L'amour est un phénomène qui se passe au niveau de l'imaginaire et qui provoque une véritable subduction du symbolique, une sorte d'annulation, de perturbation de la fonction de l'idéal du moi. L'amour rouvre la porte, comme l'écrit Freud, qui ne va pas avec le dos de la cuillère, l'amour rouvre la porte à la perfection. Alors, on va faire un petit détour par ich-idéal, idéal-ich. Hein. C'est l'inverse en français. Ich-idéal, c'est un idéal du moi, il faut renverser. Ich-idéal, l'idéal du moi, c'est l'autre en tant que parlant, le petit autre en tant que parlant, l'autre en tant qu'il a avec moi une relation symbolique, sublimée, qui, dans notre maniement dynamique, est à la fois semblable et différent de la libido imaginaire.
l'échange symbolique est ce qui lie entre eux les êtres humains, soit la parole, et qui permet d'identifier le sujet. Ce n'est pas la métaphore, ce n'est pas là, accent grave, là, le lieu, ce n'est pas la métaphore, ici, la métaphore. Le symbole enfante des êtres intelligents, comme dit Hegel. L'idéal Ich, en tant que parlant, peut venir se situer dans le monde des objets, au niveau de l'idéal Ich. Voilà. L'Ich idéal, c'est-à-dire l'idéal du moi, peut venir se situer au niveau des objets, au niveau du idéal Ich, du moi idéal. Parce que l'idéal Ich, vous l'avez compris, c'est symbolique, et le moi idéal, c'est imaginaire. Soit au niveau où peut se produire cette captation narcissique dont Freud nous rebat les oreilles tout au long de ce texte. Vous pensez bien qu'au moment où cette confusion se produit, il n'y a plus aucune espèce de régulation possible de l'appareil. Autrement dit, quand on est amoureux, on est fou, comme le dit la langue populaire. Voilà, quand c'est l'idéal Ich et il vient se balader du côté de l'Ich idéal, hein, ça fait clash et ça fait on est fou. Je voudrais illustrer ici la psychologie du coup de foudre. Rappelez-vous, il y a précédemment parlé du héros de Goethe, Werther. Rappelez-vous, Werther, voyant pour la première fois Lotte c'est Charlotte, Werther voyant pour la première fois Lotte en train de pouponner un enfant. Elle pouponne un enfant, elle le berce entre ses bras. C'est une image parfaitement satisfaisante de l'âne Lenus Tipus. L'âne Lenus Tipus. Âne Lenus Tipus. Alors, une petite explication là. Âne Lenus Tipus, l'expression de la psychanalyse complète, c'est Âne Lenus Tipus der Objectwahl. Voilà. C'est un génitif, c'est traduit par type anaclitique de choix d'objet, du grec analein, se coucher sur, s'appuyer sur, s'oppose donc au type narcissique du choix. On distingue dans la psychanalyse deux constructions de rapport à l'autre, le type anaclitique qui demande toujours à s'appuyer sur l'autre, qui demande toujours son avis, qui demande toujours, et puis le type narcissique qui n'a pas besoin de l'autre et qui se débrouille tout seul. Alors là, Lacan dit c'est une image parfaitement satisfaisante. Werther qui voit Lotte pouponner un enfant, il tombe en pamoison d'amour. C'est une image parfaitement satisfaisante de l'âne Lenus Tipus sur le plan anaclitique. Cette coïncidence de l'objet avec l'image fondamentale pour le héros de Goethe est ce qui déclenche son attachement mortel. C'est ça l'amour. C'est son propre moi qu'on aime dans l'amour. Son propre moi réalisé au niveau imaginaire. On se tue à se poser ce problème. Comment, chez les névrosés, qui sont si entravés sur le plan de l'amour, le transfert peut-il bien se produire? La reproduction du transfert a un caractère absolument universel, véritablement automatique, alors que les exigences de l'amour sont, au contraire, chacun le sait, si spécifiques. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre ce qui est fait pour vous donner juste l'image de votre désir. Comment se fait-il donc que dans le rapport analytique, le transfert qui est de même nature que l'amour, Freud nous le dit dans le texte que j'ai donné à dépouiller à Graneuf, se produise, on peut dire avant même que l'analyse soit commencée. Certes, ce n'est peut-être pas tout à fait la même chose avant et pendant l'analyse. Comment la fonction presque automatiquement déclenchée du transfert dans la relation analysée-analyste, et ce avant même qu'elle ait commencé, de par la présence et la fonction de l'analyste, nous permet-elle de faire jouer la fonction imaginaire de l'idéal Ich, du moi idéal. Référence page 162-163 du texte du séminaire, hein, au sommet. Et Lacan de poursuivre dans la progression de cette question de l'amour et du transfert, question elle-même enchâssée dans beaucoup d'autres questions. Le 7 avril 1954, dans un dialogue qui dure depuis le début de la séance avec Hippolyte, Jean Hippolyte, le philosophe, il énoncera « Nous sommes bien tous d'accord que l'amour est une forme de suicide ». Référence page 172. Le 5 mai 1954,
Chaque fois que se produisent les identifications objectives de l'idéal Ich, moi idéal, apparaît ce phénomène sur lequel j'ai attiré votre attention depuis le début. La Verliebtheit, l'amour. La différence entre la Verliebtheit et le transfert, c'est que la Verliebtheit ne se produit pas automatiquement. Il y faut certaines conditions déterminées par l'évolution du sujet. 194. Et cette phrase, la relation imaginaire primordiale donne le cadre fondamental de tout érotisme possible. La relation objectale doit toujours se soumettre au cadre narcissique et s'y inscrire, tout en cherchant à le transcender d'ailleurs, le transcender ailleurs que sur le plan de l'image. D'où la nécessité de l'amour et d'un pacte. Pour Lacan, pas d'amour fonctionnellement réalisable dans la communauté humaine, si ce n'est par l'intermédiaire d'un certain pacte. 197. Vous voyez que ça se balade entre symbolique et imaginaire. C'est en train de se balader comme ça, de tanguer, symbolique, imaginaire, symbolique, imaginaire. Donc, il vient de dire pas d'amour fonctionnellement réalisable dans la communauté humaine, si ce n'est par l'intermédiaire d'un certain pacte. Et le pacte, c'est du côté du symbolique, du côté même de la parole. Alors que le contrat, comme vous le savez, chez les pervers, c'est du côté de l'écrit, voire sa chère Masoch. Mais le pacte, c'est un pacte de parole. Dans l'analyse, quand vous entrez en analyse, vous faites un pacte, vous ne signez pas un contrat, qui serait déjà un bout de perversion, c'est un pacte, c'est le pacte de la parole, pacte symbolique. Le 12 mai, Lacan creuse la question et propose des fluctuations de la libido et de la fonction de la parole. D'entrée, cette remarque qui nous intéresse. Il dit, le père constitue d'abord une des figures imaginaires les plus manifestes de l'idéal Ich, du moi idéal, donc imaginaire. Le père constitue d'abord une des figures imaginaires les plus manifestes de l'idéal Ich, comme tel investi d'une Verliebtheit, d'un amour adressé au père, parfaitement isolé, nommé et décrite par Freud. Page 204. Pour en venir maintenant à cette relation symbolique où deux sujets sont liés par un pacte, l'analyse donc. Car à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette relation? Eh bien, il s'agit d'abord de dénouer les amarres de la parole. Page 204-205. C'est ce que tout jeune analyste doit faire. Et les vieux aussi. Le sujet est libéré à ce moment-là des liens de politesse, des liens de courtoisie, de cohérence même. Lacan dit, cette désinsertion de son rapport à l'autre fait varier, miroiter, osciller, complète et décomplète l'image de son moi. Il s'agit qu'il l'aperçoive dans sa complétude, son moi, à laquelle il n'a jamais accès, afin qu'il puisse reconnaître toutes les étapes de son désir, tous les objets qui sont venus apporter à cette image sa consistance, sa nourriture, son incarnation. Il s'agit que le sujet constitue, par des reprises et des identifications successives, l'histoire de son moi. Cette technique produit dans le sujet une relation de mirage imaginaire avec lui-même, au-delà de ce que le vécu quotidien lui permet d'obtenir. Elle tente à créer artificiellement, en mirage, la condition fondamentale de toute Verliebtheit, de tout amour. C'est la rupture des amarres de la parole qui permet au sujet de voir, au moins successivement, les diverses parts de son image et d'obtenir ce que nous pouvons appeler une projection narcissique maximale. Il s'agit donc bien ici, nous dit Lacan, d'une révélation narcissique sur le plan de l'imaginaire, qui ajoute, je vais en terminer là, et c'est bien la condition fondamentale de la Verliebtheit. L'état amoureux, quand il se produit, c'est d'une toute autre façon. Et il faut une coïncidence surprenante
car il n'intervient pas pour n'importe quel partenaire ou pour n'importe quelle image. J'ai déjà fait allusion aux conditions maximales du coup de foudre de Werther. Dans l'analyse, le point où se focalise l'identification du sujet au niveau de l'image narcissique est ce qu'on appelle le transfert. Le transfert, non pas dans le sens didactique que je vous l'expliquais dans le cas de Dora, par exemple, mais le transfert tel qu'on l'entend communément en tant que phénomène imaginaire. Page 205, 206. Je m'arrêterai là pour ce soir, ce qui va nous renvoyer la séance prochaine un retour sur le cas Dora. Je vous en dis pas plus pour ce soir, on est déjà très tard. On peut quand même prendre un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Voilà comment fut introduit le transfert en tant que transfert symbolique. C'est donc une innovation, une création de Lacan par rapport à Freud. Chez Freud, il y a un transfert qui est imaginaire. Chez Lacan, il accepte le transfert imaginaire de Freud, mais il ajoute le transfert symbolique, un autre plan. On a donc 2 et voire 3 transferts, au moins 2 transferts maintenant. Transfert de Freud, plus transfert de Freud chez Lacan et transfert de Lacan. Introduit en 1954, donc dans cette séance séance du 18 novembre, je crois février, toute l'année, quoi. Bon, voilà. C'est dans ce séminaire qu'est introduit le transfert symbolique. Voilà, à vos micros. Moi, je ne vois que Philippe Oni, c'est charmant, mais je ne vois personne d'autre. Vous avez peut-être des options pour voir d'autres. Si vous faites glisser sur le côté votre image, peut-être, je ne sais pas. Ah oui, voilà. Voilà. Madame Martine Michaud. Ah bah, très bien. Madame Dorothée, c'est le prénom. Voilà. Voilà. Sur Bernard Roland, oui, oui. Marie Trémolo, Ergal Basse. Monsieur Bonny, on a deux vues. C'est tout, alors, il n'y a personne d'autre. Où sont les autres? Vous n'êtes pas que 6 quand même. Vous ne voyez pas Valérie Gontier? Moi, je vous vois. Vous me voyez? C'est l'essentiel, en fait. Hein. Voilà. Attendez, peut-être, il faut peut-être, non, je peux voir que ça, moi. Ah, attendez. Non, ça, c'est madame... Si, c'est vous, madame Valérie Gontier? Oui, c'est moi. Ah ben voilà, je vous vois hein, dans tout l'écran, plein écran. Voilà. La chance, hein. Bon, je me tais pour vous puissiez commenter. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? On vous écoute religieusement. Ben, c'est peut-être ça le problème. Bah oui. Pas trop de fervite hate. Vous avez coupé votre micro. On vous entend plus. Vous avez coupé votre micro, monsieur Lucas. Voilà, merci, oui, oui. Très bien. Excusez-moi. Bon. Donc, toutes les personnes que j'ai citées sont là. Madame Delphine Eudes, Madame Caroline, je vois Caroline, hein? Madame Caroline Crochet, qui vient nous rejoindre pour ce séminaire, peut-être plus aussi, mais qui est là, une nouvelle personne. Madame Tagic, je vous vois. Madame Benoît, je vous vois. Voilà, et bien d'autres personnes qui sont dans le noir. Si, Delphine, vous êtes là? Non? Bon. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas une question quand même. Je vous ai abruti à ce point-là. Je ne dis pas que vous êtes abruti, hein. Je vous ai abruti, moi. Monsieur Lucas, j'ai une question. Quand vous avez fait référence, je passe 172, à l'amour comme une forme de suicide, j'ai pas trop compris en fait. Est-ce que vous pouvez reprendre un peu?
Vous êtes passé très rapidement sur cette... Ah bon, je suis passé rapidement sur Ouais, l'amour. enfin, sur juste cette Oui, je ne sais plus qui l'avait dite, je n'ai pas noté, mais... oui, attendez, je vais retrouver le passage. Passage du 7 avril 1954, quand il est en dialogue avec Hippolyte, le philosophe. Ah, c'est ça. Ouais. Hmm. En mars, en avril 54. Mhm. Hmm. Page 172. Si j'ai bien noté. 172. Ouais. Après l'Amvenus Typus. Oui. C'est ça. Je ne retrouve pas. Attendez, je vais vous retrouver ça. Vous l'avez cité juste après l'histoire de Lot qui pouponne un enfant. Ah oui, sacré Lot. Ouais. Je pense que certains connaissent un petit peu l'œuvre de Goethe sur Werther et Lot et tout ça, non? C'est un amour. C'est un amour, oui. Je pense que c'est la fin parce que vous parlez après de 5 mai. Oui. C'est le premier tiers de la page 172. C'est des questions avec Jean Hippolyte, et puis nous sommes bien tous d'accord que l'amour est une forme de suicide. Répond Lacan à Hippolyte. Oui. Il fait un lien avec la mort, la question de l'amour et de la mort, l'image de la mort. C'est ça. Nous sommes bien tous d'accord que l'amour est une forme de suicide, c'est ça. La référence, c'est page 172 du séminaire transcrit par Miller. Oui. C'est ça. Et ça, vous me demandiez quoi? Ça, vous ne pensez pas que l'amour est une forme de suicide? C'est ça, non? Si on le prend sur le versant imaginaire avec l'amour narcissique et le mythe de narcissisme, oui, peut-être, mais si on le prend sur le versant symbolique, tel que vous l'avez développé là, et puis plus tard sur le versant du réel, je ne suis pas tout à fait d'accord, non? Oui, bien sûr, mais les deux s'articulent quand même, les deux se renvoient l'un à l'autre. Hein, il n'y a pas que sur le plan imaginaire, puisqu'on vient d'introduire dans cette séance le transfert symbolique. Enfin, ça, c'est le dicton populaire, c'est une forme de suicide. Quand on aime, c'est qu'on est fou. C'est ce que dit le dicton populaire depuis toujours. C'est un peu vrai quand même. C'est une forme de folie, douce, plus ou moins douce d'ailleurs. Je ne vois pas la contestation là. C'est une forme de suicide puisqu'on ne s'appartient plus dans l'amour. On appartient à l'autre. On est complètement. On voit sous son regard l'autre, son moi qu'on a du mal à réaliser. Donc, notre moi, on le voit réalisé devant soi. On est donc complètement plongé dans l'autre comme moi idéal. Son moi idéal à soi, son moi réalisé. Donc, on ne s'appartient plus. Donc, on a suicidé sa personne. On est tout à l'autre. On ne s'appartient plus. Enfin, c'est ce que dit Lacan, hein. On peut contester. Hein. Moi, je trouve que c'est quand même un peu vrai. Hein. Quand on voit l'amour-passion et les amoureux, c'est admirable d'ailleurs. Mais on se dit, zut, c'est admirable. Mais... Oui, mais vous dites, excusez-moi, vous dites l'amour-passion. Il n'y a pas que l'amour-passion. Non, mais là, je parle de l'amour-passion comme Lacan cite l'amour-passion. Il y a bien d'autres formes d'amour. Quand vous voyez le livre d'Alouche sur l'amour, Lacan, il a dénommé, je ne sais pas quoi, 27, il en a trouvé, 27 formes d'amour. Il y en a encore plus d'ailleurs. Voilà. Mais là, il s'agit bien de l'amour-passion. Mais l'amour-passion, je vais dire peut-être une bêtise, j'ose pas parler, mais... Mais si, mais osez, justement, on est là pour dire c'est un amour névrotique, l'amour-passion. C'est un amour malade, l'amour-passion. C'est un amour qui rend malade en tous les cas, oui. Oui. C'est pour ça que Lacan a cherché toute sa vie quel serait un autre amour après l'analyse. Quel serait un amour qui ne serait pas celui-là? Je ne sais pas s'il a trouvé. Je vous réfère au livre de Jean Alouche, qui est très, très intéressant, très important. Je note. D'accord. Oui, chez Eppel, éditeur Eppel. Oui, il a toujours essayé de
quel amour il pourrait y avoir après l'analyse? Mhm. On a dit aussi quelle pulsion après l'analyse, quel désir après l'analyse. Et l'amour de soi? L'amour de soi, c'est encore autre chose, c'est l'amour de soi. Bah, Un amour narcissique, oui. C'est l'amour de son image. je Non, sais pas, c'est fort un amour de son image, mais c'est s'accepter narcisse. tel qu'on est, s'aimer, s'accepter. Enfin, Ah oui. Ben oui, c'est un peu à ça que vise l'analyse quand même. Voilà, c'est ça. C'est le chemin de l'analyse, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on vise. Mhm. Qu'est-ce que c'est que ce sujet qu'on a en face de soi? Quel est son désir? Qu'est-ce qu'il ne doit pas abandonner? Qu'est-ce qui est de lui? Qu'est-ce qui ne vient pas toujours de l'autre? Bien sûr. Voilà. Et dans tout ça, son amour. Quel serait son amour? Alors, son amour de soi, j'en sais rien, mais son amour de lui comme sujet. De lui comme sujet, oui. Voilà. Enfin, l'amour de soi qui renvoie quand même un peu à l'amour de moi, à l'amour du moi, à l'amour de l'image, mais plutôt l'amour de moi comme sujet désirant. C'est ça. Oui. Moi, j'ai cru entendre, enfin comprendre dans ce que dans ce que Lacan essaye de la bascule qu'essaye de faire de Lacan vers le transfert du côté symbolique, c'est comment dans la parole on peut reprendre quelque chose de la rencontre, de la présence, qui reste hors langage justement. Et j'ai l'impression qu'il se dégage justement de la dimension imaginaire, il tente en tout cas de dégager les analyses de la dimension imaginaire pour essayer de rendre compte de ce quelque chose qui reste hors sens dans la présence des deux corps, de deux corps. Enfin, c'est ce qui me vient en vous écoutant. Oui, qui est hors image et qui est hors parole. Oui, c'est ça qui est. Oui, exactement. Oui, voilà. C'est ça, voilà. Comme vous avez remarqué, dans le réel symbolique imaginaire, on a l'imaginaire, on a le symbolique, mais il manque le réel. Elle est dans la présence. Ça va se développer après. Je vous fais manger ça par petites bouchées, bien sûr, toute l'année. Mais on va y arriver. On est sur le chemin. En ayant accroché le symbolique, et en ayant défini le symbolique, en ayant défini deux plans, il va falloir arriver à ce mystérieux réel, quand même, qui est déjà là, présent dans la présence. La présence, il dit, c'est mystérieux. Oui, c'est mystérieux, oui, la présence. Je m'aperçois, quand le sujet se tait, je m'aperçois de votre présence. Ben oui, il ne s'en était pas aperçu avant. Avant, il y avait que de l'image et puis de la parole. Et comme l'analyste se tait, il y avait beaucoup d'images. Et là, il rencontre la présence. Ben oui. Et c'est par la présence que va s'introduire la question du réel. Et on va l'introduire progressivement. Bon, on n'est pas encore là. Je ne vais pas directement au fond, hein, je vais à la fin. Je vous montre la construction qui s'est faite progressivement de séance en séance. On est dans les années 53, 54. Et quand on sera déjà presque 10 ans plus tard, dans le séminaire sur le transfert, il y aura un tas d'algèbres lacaniennes qui sera mis en place et qui dépassera ce stade-là, sans l'annuler. On n'est donc plus dans Freud, là. On est dans du Freud plus Lacan. Le transfert symbolique, ce n'est pas dans Freud. C'est mélangé dans Freud. C'est mélangé au niveau imaginaire. Mais ce n'est pas dégagé. Là, il vient d'être dégagé dans cette séance que je vous ai largement abreuvée. Mais ça ne va pas s'arrêter là, bien sûr. Ça ne va pas s'arrêter là. Ça fait des tours progressifs comme ça. On revient presque au même point. Vous avez entendu que c'est un peu redondant quand il reparle de l'amour et quand il parle de tomber amoureux, il va répéter que tomber amoureux, ça ne fait pas avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, mais que le transfert, c'est automatique. Il rabâche un peu. Mais je l'ai rabâché exprès pour vous montrer que ce n'est pas d'une traite comme ça. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des enseignements qui vont directement à l'essentiel, à la fin. Non, il faut reprendre comment ça s'est fabriqué. Et c'est passionnant comment ça s'est fabriqué. Parce que Lacan doute de ce qu'il dit. Puis il va rayer ce qu'il dit.
Puis d'un seul coup, ça va faire des progrès. C'est par bond que ça se fait. Puis des fois, ça stagne à un certain moment. Vous verrez dans le séminaire 2 sur le mois, de ce point de vue-là, ça stagne complètement. Il y a des choses qui sont précisées, mais ça stagne. Alors que le séminaire 1 est une grande avancée sur la question, puisque c'est les écrits techniques sur la question du transfert. Mais après, il va falloir attendre le séminaire sur le transfert. Puis après, ça va encore stagner. Même dans le séminaire sur le transfert, ça va stagner. Il va partir sur le banquet de Platon, ça va être merveilleux, lumineux. Puis après, il va se rencogner dans les histoires catholico-chrétiennes. Mais là, il va se perdre. Il le dit lui-même à la fin. La fin du transfert, c'est un peu ça patine. Ça tourne en rond. Donc, je ne vous parlerai pas de cette partie-là. Je vous parlerai de la partie surtout sur Platon, sur Socrate, sur le banquet. Sur le catholico, vous pouvez en dire plus? Sur le quoi? Le catholico, vous disiez que ça partait vers le catholicisme, enfin vers la religion. Oui. Oui, ça part sur la trilogie claudélienne. D'accord. Claudel, hein? D'accord. Voilà. Ça part sur cette trilogie qui va décortiquer. Ça part donc sur un autre amour qui n'est pas l'amour antique comme dans le banquet, qui n'est pas l'amour avant la religion chrétienne, mais qui est l'amour en pleine dans la religion chrétienne, de cet auteur chrétien qui est Paul Claudel. Oui. Mais il va quand même tirer son épingle du jeu dans Claudel, mais ça n'avance pas, ça n'apporte rien. Voilà. Et il le sent très bien à la fin. Il le sent très bien parce qu'à la fin, il va revenir sur Platon. Il le sent très bien. Mais je ne rentrerai pas parce que c'est trop long. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Je vais faire la progression de transfert lui-même, quoi. Mm-hmm. Et on n'a pas fini ce séminaire qui est extrêmement riche parce qu'on va reparler de Dora et puis on va essayer d'arriver à la question de la structure du transfert la prochaine fois. Le transfert dans son rapport au symbolique, le transfert dans son rapport à l'imaginaire et le transfert peut-être dans son rapport au réel. Ça fait trois dimensions du transfert qui vont se dégager progressivement. Alors, quand on a 3 dimensions du transfert, plus loin, est-ce qu'on a un nœud borroméen du transfert? On verra ça plus loin. Je trouve important d'aller doucement. D'accord. Oui, Bernard, tu disais un mot? Non. Je regardais quelque chose qui s'affichait, mais je peux dire un mot sur ce qui m'a intéressé là dans ce que tu as dit et dans ce que avance Lacan à ce moment-là, c'est que là, il se distingue de Freud par le fait que le transfert, ce n'est pas identique à l'amour. Et je trouve que ça, c'est tout à fait important parce que c'est ça le petit pas, un des petits pas dont tu parles. Oui, c'est ça. Tout à fait. Même si on parle d'amour de transfert, on continue d'ailleurs à le faire, mais ce n'est pas le même amour quand même. Voilà. Ça a l'air de rien, mais ça se fait, l'avancée de la psychanalyse mondiale, ça se fait sur le détour d'une phrase, une séance. Hein. Ça se fait, avant ce que je vous ai cité, cette séance, il y a avec un seul transfert, le transfert de Freud, dont d'ailleurs les soi-disant freudiens orthodoxes sont restés là-dessus. Hein. Mais tous ceux qui ont pris l'enseignement de Lacan au sérieux, dont nous sommes, eh bien, se rendent compte qu'il y a quelque chose de nouveau dans Lacan, qui n'a pas été aperçu par ceux qui l'ont refusé, parce qu'ils ont refusé sa personne, ils ont refusé ses tics, ses manies, ceci, mais on s'en fout de tout ça. L'important, c'est l'avancée de la théorie. Comment? C'est l'avancée de la théorie qui est important. Pour arriver aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a entre les mains comme théorie du transfert? Et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on rabâche? Est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on a les moyens d'aller plus loin? Voilà. Moi, mon travail a très modestement consisté à introduire
un peu plus loin cette dimension du réel du transfert. On y viendra plus tard dans l'année. Mais c'est mon travail à moi. Je ne sais pas si c'était repris, mais il y a quand même une dimension, on l'entend dans les phrases de Lacan. Je vais citer une fin de phrase où il parle du réel, dans le réel. Tout ça se trouve dans le réel. Et bien sûr, quand il prononce ce mot de réel, ça n'a pas le même sens qu'après avec la topologie. Hein. Mais il faut voir comment les choses progressivement arrivent. Là, on a quand même la naissance, c'est pour ça que j'ai appelé la naissance du transfert symbolique. La naissance du transfert symbolique. Avant, ça n'existait pas dans l'histoire de la psychanalyse. C'est pas chez Freud, c'est pas chez Melanie Klein, c'est pas chez Winnicott, c'est pas chez Brahms, c'est pas chez tous les grands. C'est Lacan qui amène ça. J'y peux rien. Je n'ai pas un amour immodéré pour Lacan, mais il a apporté ça. Alors, laissons Lacan de côté, mais la théorie a progressé grâce à ces décollements de l'imaginaire et du symbolique. Voilà. Décoller les deux plans, qui se croisent bien sûr, qui se renvoient l'un à l'autre. Mais quand on décolle deux plans, c'est comme en chirurgie, quand on décolle deux plans, eh ben ça fait quelque chose, ça libère quelque chose. Ça libère des adhérences qu'il y avait chez Freud, pour parler un peu chirurgicalement, ça libère des adhérences qu'il y avait chez Freud, et qui, quand on les libère de ces adhérences, on découvre autre chose. On découvre une autre dimension du transfert, et on peut aller plus loin dans la théorie. Et à ce moment-là, dans la pratique aussi, on peut avoir une pratique qui change. On peut avoir une théorie de la pratique qui évolue. On peut avoir un maniement du transfert dans la cure qui n'est plus le même que celui de Freud ou à l'époque de Freud. Mais ça, je me permettrai de vous l'expliquer petit bout par petit bout. On n'a pas fini, c'est extrêmement riche, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. C'est extrêmement riche, si on y va petit bout par petit bout. Et comme le fait remarquer Bernard Roland, effectivement, il y a quelque chose qui n'est plus pareil dans le rapport à l'amour et au transfert. C'est plus tout à fait la même chose. Alors, est-ce que c'est cette histoire de réel qui est en train d'enfoncer un coin entre imaginaire et symbolique, qui est en train de créer autre chose qu'il n'y a pas chez Freud? Moi, je serais tout à fait prêt à le penser. Alors, donc, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, Lacan, c'est l'introduction d'un nouveau paradigme pour la psychanalyse, qui s'appelle RSI, réel, symbolique, imaginaire. C'est un nouveau paradigme. Pour parler encore plus simplement, c'est un nouveau modèle pour la psychanalyse. C'est une nouvelle psychanalyse, en quelque sorte, une nouvelle théorie de la psychanalyse. Il n'y en a pas des tonnes. Hein. Il y a Freud, il y a un peu le système kleinien, puis quoi? Il y a Lacan dans l'histoire, comme grand théoricien. Avec Lacan, on le refuse ou on l'accepte. Si on l'accepte, on rentre dans un autre monde, une autre théorie, qui est, pour parler un peu savant, qui est heuristique, qui va produire quelque chose, qui va produire un savoir nouveau et une technique nouvelle de la cure. C'est ça l'important. Est-ce qu'on peut dire que justement le décollement entre l'imaginaire et le symbolique va de pair avec le travail de Lacan de dissocier, enfin de couper le signifiant et le signifié, c'est-à-dire que de plus les mettre en rapport comme le faisait la linguistique? Parce que c'est aussi un décollement qui décolle justement, qui donne une place prépondérante au signifiant par rapport au sens, par rapport à l'imaginaire, par rapport au signifié. Tout à fait. C'est une suite, Lacan, c'est une suite de décollement, effectivement. Et l'image que vous prenez, l'exemple du signifiant et signifié, vous savez que Saussure, il a d'abord retourné le rapport. Le rapport, c'était signifié sur signifiant. Chez Ferdinand de Saussure, il le retourne, il met le signifiant en haut et le signifié en dessous. Et là, vous êtes en train de dire, oui, séparation, ça ne se rencontre même plus, signifiant-signifié, c'est l'autonomie du signifiant. Le signifié n'est plus si important que ça. Le signifié était quand même du côté de l'image. Hein. Le signifiant, il n'y a plus que des effets de signifiant. Vous et moi, nous sommes tous des effets de signifiant. Effet du signifiant séminaire. Mais où est le signifié? Ce n'est pas nos images, là. Oui, c'est une suite de décollement, Lacan.
de ce qui était. Mais Freud ne s'en apercevait pas. Freud est quand même un génie, hein, mais il ne pouvait pas tout traiter en même temps. Bien qu'à la fin de son œuvre, quand même, il remet en question les choses. Hein. Il n'est pas loin de la question du sujet. Hein. Avec sa Spaltung du moi, avec sa division du moi, là, il n'est pas loin d'arriver, peut-être 10 ans plus tard, et il était sur les questions de Lacan avec le sujet. Le sujet, lui aussi, décollé du moi. Alors que le Ich, chez Freud, mélange un peu tout. Voilà, le sujet décollé du moi, le signifiant décollé du signifié, le transfert imaginaire décollé du symbolique et réciproquement. Oui, c'est une suite de décollements. Pour parler simplement, mais je le ressens comme ça. Une suite de décollements, ça fait peut-être un certain décollage. Ça décolle. Ça vous laisse quoi? Werther, c'est quand même très clair, Madame Trémolo. Werther, c'est quand même très clair. Il va en crever, si je me souviens bien. Il est complètement dans l'amour. Il ne s'appartient plus, le pauvre Werther, parce qu'il a exactement l'image de son fantasme. Hein. C'est-à-dire Lot qui berce dans ses bras contre ses seins, quoi, qui berce un enfant. Et après, il tombe en pamoison. Voilà, il est cuit, quoi. Comme on dit à un copain, une copine, ah oui, t'es amoureux, t'es cuit, quoi. Il t'a eu, elle t'a eu. Ça y est, t'es inabordable, t'es inaccessible, voilà, t'es fou, quoi. Mais c'est une délicieuse folie en même temps. Mais ça rappelle la folie. Le sujet ne peut plus rien décider. Il est toujours tout est dans son amour. Oui, mais la folie, ce n'est pas le suicide, forcément. Oui, bien sûr. Mais il dit les deux, là. Quand on aime, on est fou. Il reprend la phrase populaire. Hein, bon. Mais il dit c'est une forme de suicide. Ouais. Enfin, pour Werther, c'en est une, en tous les cas. Le héros de Goethe. Allez voir Werther, allez lire. Quelle heure il est? On rend pas compte, on parle. Hein. C'est pas l'heure. 21h42. Ah oui, bon, ça va, on peut peut-être 3-4 minutes, on peut encore. Hein. C'est pour ça qu'on dit tomber amoureux? Voilà, c'est une chute. C'est ça. C'est une chute. Ça nous laisse tous sans voix. On ne vous entend pas, Madame Benouache? On ne vous entend pas? Madame Benouache, on ne vous entend pas. Là, vous m'entendez? Ah, parfaitement. Je dis, c'est... Avec un peu de recul, c'est vrai que c'était un peu gonflé de penser le transfert avec l'amour. C'est un peu gonflé de penser le transfert avec l'amour? Oui. Pourquoi gonflé? Ben, dans le dispositif analytique, c'est vrai que c'est une drôle d'idée quand même. Oui, c'est une drôle d'idée, mais il n'avait pas choisi, si je puis dire. Il l'a rencontré, Freud. Et en bon médecin, il a dit, c'est pas moi qui transfère, c'est le patient ou la patiente, souvent la patiente. Oui. Il met longtemps, je vous l'ai expliqué la dernière fois, il met longtemps à reconnaître qu'il est dans le coup, dans ce que Lacan appellera dans le chaudron. Oui. On est dans le chaudron. On peut faire autre chose qu'être analyste, mais on est dans le chaudron. Vous verrez même à la fin que Lacan demande c'est le désir de qui? Est-ce que c'est le désir du patient ou est-ce que c'est le désir de l'analyste? Vous voyez? Oui, c'est ça la question. Chez Freud, c'est le désir du patient de venir parler, faire son analyse, il transfère sur l'analyste, bon. Puis après, Freud se rend compte que
L'analyse, c'est dans le coup. Et puis chez Lacan, ça va encore se renverser. Est-ce que ce n'est pas l'analyse qui est responsable de tout ça? Est-ce que ce n'est pas lui le premier dans le tac au tac à désirer? Est-ce que ce n'est pas lui le premier transfert? Mais dès le début de la psychanalyse, cette affaire a été posée avec la patiente de Breuer dans les études, je crois qu'il en parle dans les études sur l'hystérie, mais cette patiente qui a amené Breuer à faire un voyage pour ses modèles. Anao, oui. C'est Anao. Oui. Enfin, Anao pour le texte, mais ce n'est pas son nom. Oui, c'est ça. Mais il s'est enfui. Breuer, il s'est enfui. Il s'est enfui, je ne dirais pas de la personne, de sa patiente. Il s'est enfui de la question, du problème. Il n'a pas pris le problème à bras-le-corps. Il n'a pas pris le problème comme Freud ou Ferenczi. Il n'a pas fait face au transfert. Et jusqu'à aujourd'hui, un analyste, c'est celui qui fait face au transfert, qui ne se carapate pas devant le transfert, ou qui ne fait pas ce qu'on fait d'habitude avec le transfert amoureux dans la vie quotidienne des êtres humains. Il ne fait pas ça, mais il ne s'en va pas non plus. Il affronte le transfert. Et ça, il n'y a que l'analyste qui fasse ça, que je sache. Qui ne s'enfuit pas ou qui ne passe pas à l'acte. C'est donc une attitude, la psychanalyse est une pratique nouvelle dans l'histoire de l'humanité, en quelque sorte, mais la pratique du transfert pour l'analyste, c'est nouveau aussi dans les relations humaines. L'analyste ne fait pas ce que fait Poutine avec l'Ukraine, l'analyste ne fait pas. Voilà. Il ne rejette pas, il ne combat pas, il ne méprise pas, il ne s'enfuit pas comme Breuer. Il fait quoi? Il fait autre chose. Mais cette autre chose, il faut le définir. Il ne doit pas faire n'importe quoi. Autre chose, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait comme autre chose avec un patient, avec un analysant? L'analyse, ça doit être autre chose que tout le reste et que même les psychothérapies, autre chose. Moi, quand l'État ne me répond pas, quand je dis la psychanalyse, j'ai écrit, on ne me répond pas. Peut-être que je me suis trompé. L'analyse ne fait pas partie de la santé mentale. Le mental est supposé être malade, il y a une santé mentale, paraît-il, mais l'analyse n'en fait pas partie. C'est une autre pratique qui concerne le sujet. C'est peut-être plus du tout de la médecine, c'est peut-être pas du tout de la thérapie, c'est pas de la santé mentale, ça concerne pas l'État, ça concerne aucune régulation. Débrouillez-vous dans votre cabinet avec ceux qui veulent bien venir vous voir. Payez vos impôts, c'est tout, quoi. Peut-être que l'analyse, voilà, plus à l'université, plus dans les prétoires, plus à l'école, plus à l'hôpital psychiatrique, voilà, dans votre cabinet, mais c'est peut-être sa vraie place, depuis toujours. Peut-être que les analystes ont été prétentieux à vouloir être partout, mais moi, je ne souhaite pas qu'ils soient nulle part. Voilà. Au fond, qu'est-ce qui nous empêche de continuer dans nos cabinets? Peut-être que devenir professeur d'université, peut-être que devenir comme un médecin à l'hôpital, peut-être ce sont des erreurs. Hein, ce sont des erreurs. On a voulu trop bien faire, on a voulu peut-être trop, propager une espèce de bonne parole. Ce n'est pas une bonne parole. Hein. L'analyse, ce n'est pas une bonne parole. Hein. Lacan, il conseillait, si ça allait bien, foutre le camp. Hein. Faites pas une analyse. Il a même conseillé à certains de faire une désanalyse. Il vous faut une désanalyse. Les gens avaient dit, moi j'ai fait une analyse avec un tel, puis une autre, puis j'ai fait 3 analyses, je viens vous voir. Ben, Lacan, il dit, ce qu'il vous faut, c'est une désanalyse. De vous détoxiquer de l'analyse. Bon, je ne vais pas vous casser la tête, on va peut-être s'arrêter les 49. Hein.
On s'arrête, sauf si vous avez une question urgente. Je voudrais vous faire sourire sur tout ça parce que c'est très sérieux. Et voilà, il n'y a rien de plus sérieux que de sourire parce qu'on prend les choses autrement, mais c'est très sérieux ce que vous êtes en train de faire. Très sérieux.